le semi-direct, aucun travail de sol. Puis avec Équiteur, tout ça, on en parle, mais les gens, ils comprennent pas. Là. Il n'y a aucun travail pour semer. C'est vraiment, on laisse tout en place, puis on gère d'une belle façon avec un système de rotation. Parce que si on n'avait pas cette rotation-là, maïs, blé d'Inde, soya, là, mais écoute, je pense qu'on n'y arriverait pas. Là. Comme tu as dit, Audrey, 1/3, c'est vraiment le minimum pour réussir. Puis là, cette structure-là, il faut continuer de l'alimenter. Là, je suis tout émerveillé, mais il faut que je continue à essayer de l'améliorer tout le temps. Puis l'effet se fait de longue haleine. Une agriculture régénératrice, c'est basé sur 5 ou 6 piliers selon sur qui on se base. Mais le non-travail de sol en est une. Ensuite, la réduction le plus possible de pesticides. Ensuite, si on peut ramener les animaux dans ce cycle-là. La biodiversité qui est extrêmement importante, je pense que c'est le pilier avec le non-travail de sol. Le système racinaire vivant en tout temps, si on peut, en permanence, mais au moins avoir un sol qui n'est pas nu. Chez nous, on a plus utilisé des cultures couvertures qui ne passent pas l'hiver. Donc, on arrive au printemps, c'est déjà mort, puis c'est déjà même structuré. Le premier champ que j'ai fait cette année, il n'a pas été pâturé pour les animaux. J'avais l'impression de semer dans du crémage à gâteau. Je m'en allais dans le tracteur, puis ça a été le seul champ que j'ai vraiment ressenti ça. Avec on va voir avec les autres années, les autres champs aussi, puis celui, ça faisait 3 ans qu'il est en semi-direct. Chez moi, c'est beaucoup de relief. Puis moi, je suis content parce qu'il n'y a aucun sol à nu à l'automne, tout en semi-direct ou en travail minimum. Puis vraiment, les plantes de couverture, j'ai tout le temps un radis moutarde après les blés d'automne avec un pois fourragé. Fait que ça, j'ai un système qui va recycler et valoriser vraiment les fumiers. Puis j'ai un pois fourragé que Odette, ça doit faire 3-4 ans qu'on implante. Puis ça nous amène vraiment de l'azote vivant. Un peu l'approche que pourquoi qu'on le ferait pas, là? Tu sais, les gens de biologique, ils essaient de trouver une façon de mettre du gaz à ton maïs. Mais nous autres, on l'avait tout le temps, le gaz, par les engrais chimiques. Puis on peut le faire autrement. On peut prendre qu'est-ce qu'ils font de bien, puis pouvoir le faire aussi. Puis une machinerie, c'est pas un investissement. Un investissement, c'est des plantes de couverture. Absolument. Ouais. Parce qu'une machinerie, c'est une dépense qu'on doit contrôler un peu mieux. Moi, je pense que c'est un défi important qu'on a quand on parle des cultures de couverture. C'est que on est dans une culture de maïs, soya, céréales, puis on a des recettes. Tu sais, le maïs, on sait ce que ça prend, on sait quand le semer, le contrôle des mauvaises herbes, la récolte et tout, le soya, puis les céréales, la même chose. Les cultures de couverture devraient nous ouvrir une porte de créativité. Et j'ai un peu le sentiment des fois, là, puis c'est un défi, je pense, qu'on a à faire en agriculture, c'est de dire non, les cultures de couverture, ça peut changer à chaque année. Ça peut répondre à des objectifs différents. Au lieu d'un moment donné s'encarcaner dans l'avoine pois, dans le régran intercalaire, tu sais, il y a 40-45 différentes cultures de couverture qu'on peut avoir au Québec, bon an, mal an. On en utilise 8 à 10. Fait que d'aller chercher, c'est ce genre de défi-là que vous relevez là, en faisant tous les essais que vous faites tranquillement à essayer à tâtons, parce que toute la revue littérature nous dit oui, mais la revue littérature est très pointue. Il faut la ramener au champ. Pourquoi qu'on planifie nos herbicides au mois de janvier alors qu'on ne planifie pas nos agriveurs puis nos plantes de fourrageurs? Absolument. Dorénavant, je pense que l'humain est rendu à être assez créatif pour faire une agriculture dans un environnement pas perturbé. Puis c'est là que ça se passe. Puis dans le pas perturbé, je suis désolé, mais moi, le glyphosate, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, bon. Puis oui, une shot de glyphosate de temps en temps, ça ne me dérange pas. Mais des systèmes de production où le glyphosate est récurremment utilisé, j'ai bien de la misère avec ça. Parce que n'importe quelle molécule, en réalité. Tout, c'est ça, de l'abus dans n'importe quoi. Fait qu'il faut vraiment être créatif. Puis tu sais, on est capable, on envoie des sondes sur Mars. Moi, je pense tout le temps à mettre des racines dans ma rotation. Puis rotation le plus diversifiée possible. Je te dirais, je vais mettre le colza, on va faire du pois fourragé. Févrole m'intéresse beaucoup. Il faut trouver une façon de mettre plus de culture. Puis ça, le nom à nu, mais c'est tout le temps à avoir des racines. Pour juste ajouter, c'est que souvent les gens, tu sais, le target, c'est le maïs. C'est comme la reine des plantes. Puis on fait tout pour faire plaisir au maïs. Donc, on y fait des petits céréales, engrais verts, tout ça. Mais on oublie qu'effectivement, après 2-3 cycles de rotation, le soya profite autant. Et sinon plus. Le soya ne profite pas de la fertilisation immédiate, il profite du gain de fertilité globale du sol. Puis ça, on le voit. C'est criant. T'sais, on dit souvent qu'il y a plus de micro-organismes dans une cuillère à soupe de sol qu'il y a d'humains sur la Terre. Mais ça, c'est vrai dans un sol où les racines poussent. Hein? Fait que vraiment, moi, le take-home message que je pourrais laisser à soi, c'est de dire qu'il faut vraiment penser dans nos champs
comment est-ce que je peux rentrer des racines partout dans le champ et tout le temps dans le champ. Une rotation, c'est faut pas calculer en silo. Il faut calculer sur une marge moyenne de 3 ans. Puis souvent, on a tendance à dire quelle rotation, quelle culture qui peut être la plus importante chez nous. Moi, ils sont toutes importantes. On ouvre la porte à des systèmes nouveaux. Tout d'un coup, on vient d'ouvrir la porte à des systèmes vivants. Tu sais, il y a 20 ans, 25 ans, on ne parlait pas de vers de terre. On ne parlait pas de bactéries. On ne parlait pas de rapport bactéries-champignons. On ne parlait pas de culture de couverture. Puis, on avait un système qui était relativement bien contrôlé par, je dirais, beaucoup d'agents extérieurs. Sème ça, telle date, tel pesticide, tel herbicide, tel ci, tel labour, prends telle machine, tel tracteur. C'était rodé. C'était rodé. De sorte que le moindre problème qui arrivait là, on avait une solution, en général, chimique. Puis tout d'un coup, là, on arrive on a évolué à dire non, on va ramener de la vie là-dedans. 90% des bactéries dans le sol n'ont pas encore été identifiées. Puis nous autres, on se met à travailler avec ça. Fait que c'est sûr qu'on est en train de bouleverser un système béton pour l'ouvrir à quelque chose de vivant. Puis ça fait déjà 2 générations. C'est passé de la compétition à la collaboration. Et à la résilience. Oui, et à la résilience.